D'aborder cette question qui m'a paru intéressante pour cette journée-là, je tiens tout de suite à dire que l'Algérie est pratiquement le pays qui était considéré comme étant en avant-garde dans le domaine du patrimoine. Parce que l'Algérie a commencé à discuter du patrimoine en 1966, bien avant qu'on a commencé à le faire dans d'autres pays. En organisant pour la première fois, donc dans les années 66, un colloque international maghrébin, pour discuter justement de l'avenir de ces villes qui ont soutenu, servi, etc., tant de générations. La question qui se pose, c'est-à-dire au niveau donc de cette notion patrimoniale qui était l'organisation de ce colloque sous le patronage donc de la présidence. Ensuite, au niveau des écoles d'architecture, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on était arrivé à cette situation, pourtant on a démarré bien en avance. Parce que la première option qu'on a créée, par exemple en France, où je suis actuellement, c'est pratiquement en 1994. C'est-à-dire, c'est bien tard. Bon, cependant, je tiens à faire une petite introduction concernant donc la progression donc de ma pensée. Moi, quand je suis sorti donc de l'école d'architecture, je me suis dit, il faut absolument que j'acquière quelque chose qui me manquait, que j'avais pas, la technique. Donc, je me suis approché donc de l'agence Niemeyer, où j'ai passé pratiquement, je lui ai dit, je travaille gratuitement pour apprendre. Je suis resté 10 ans. Donc, c'est la technique qui me manquait. Ensuite, on m'a demandé de travailler sur donc, les biens culturels. J'ai travaillé sur les biens culturels, mais je n'avais pas d'armes. Donc, finalement, j'ai réussi, je me suis posé un certain nombre de questions. Je me suis dit, j'ai eu 3 écoles. J'ai acquis, donc, comment on appelle ça, donc, une certaine éducation. C'est donc sous forme de 3 angles. Mes parents, l'école et la rue. Mais qui est en avance par rapport à cette problématique. J'ai ciblé tout de suite l'Italie. Donc je suis allé en Italie et j'ai essayé donc de faire donc un travail, recherche, doctorat, etc. Même au niveau du sujet, c'est très important. Le sujet est un élément fondamental de la réflexion pour, par exemple, de recherche doctorale. En Italie, on vous demande de choisir un sujet qui ne dépasse pas un rayon de 100 km. Ce n'est pas... c'est après que j'ai compris pourquoi. Parce que si c'est au-delà de 100 km, on ne peut pas vérifier ce que vous êtes en train de raconter. Moi, ce qui m'avait intéressé, je me suis dit, il faut que je fasse un sujet qui ait une relation avec mon pays. Donc j'ai dit, je vais travailler sur la Ziza en Sicile. Non, la Sicile n'est pas l'Italie, c'est une partie détachée de la Tunisie. On m'a répondu. Donc j'ai voulu travailler sur les vestiges, puisque c'est la base de la réflexion, l'archéologie du bâti. On m'a répondu, ce n'est pas de l'architecture. Ben, j'ai dit, c'était quand même l'architecture, la base de la réflexion italienne. Et on dit, c'était de l'architecture, ce n'est plus. Donc, j'ai commencé à apprendre comme ça. Donc, l'Italie, mes parents, l'école, la rue, ici m'ont donné donc une éducation. Mais je n'avais pas la possibilité, j'avais les yeux, mais je ne savais pas comment regarder. Donc, l'Italie m'a rendu mes yeux. Donc, elle m'a permis d'observer et d'acquérir une démarche. Donc, comment marcher. Donc, j'ai acquis une démarche. Et ensuite, je suis retourné au pays. Et je voyais que la situation, parce qu'il faut faire quand même un bilan chaque année. Qu'est-ce que j'ai apporté, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai reçu. Je voyais que je stagnais. Il me manquait une autre pièce, une autre clé, parce qu'il faut chercher des clés, des issues, pour pouvoir avancer. Donc je suis allé en France. Et en France, je suis allé dans ma famille. Ma famille, c'est quoi? C'est Chaillot. C'est là, la famille donc des gens qui s'intéressent au patrimoine. Donc c'est l'école de Chaillot. La première chose qu'on a fait, puisque la notion patrimoine n'était pratiquement pas abordée dans les écoles d'architecture, c'était Alexandre Métro, à l'époque, qui était directeur donc, de l'école de Chaillot. Donc je lui dis, Monsieur Métro, il faut absolument qu'on fasse un petit séminaire en invitant tous les enseignants des écoles d'architecture. Et puis on l'a fait,
et est sortie la conclusion comme il faut lancer des options qui concernent le patrimoine au niveau des écoles d'architecture. Pourquoi? Parce qu'à Chaillot, on ne parle que du monument. Et il y en a marre, parler que du monument. Le monument, c'est de l'architecture. Si on lui enlève le contexte dans lequel il est né, c'est-à-dire la ville, il n'a aucun sens. Donc finalement, j'ai cherché un lieu, je suis allé en Normandie, je suis allé en Bretagne, et puis je me suis un peu installé au niveau donc, de la recherche et des trucs à Toulouse. Je me sentais par le climat, etc. Mais je suis toujours en relation avec mes collègues, bien sûr, des opérations ponctuelles et recherches au niveau donc, du Chechma, qui est l'école donc, de Chaillot. Donc, ceci dit, donc, trois manières. Donc, éducation, l'observation, la démarche. Et donc, la France m'a donné ce que l'on appelle la compétence, la démarche. Les yeux ne suffisent pas. La troisième clé, c'est le réseau. Si vous n'avez pas de réseau, vous ne pouvez pas survivre. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On a beau essayer de faire des choses. Regardez, quand on prend au-delà, après la Révolution 1789 en France, il y a beaucoup de personnes individuelles qui ont commencé à saisir, donc, je dirais, ce drame qui a secoué donc, ce pays, puisqu'on s'attaquait à tous les éléments qui ont représenté l'autorité. Et c'était le vandalisme. Et on a commencé à casser tous les gens qui s'intéressaient à cela. Donc finalement, ils ont développé cette notion qui est le réseau. Travailler ensemble, c'est survivre et résister. Travailler seul, ce n'est pas possible. Donc ceci dit, donc, si on veut donc, attaquer cette notion patrimoniale, dans un sens, disons, on travaille uniquement avec les spécialistes, on travaille uniquement sur les monuments, on travaille uniquement sur ça, il n'y a pas d'issue. Il faut absolument travailler, penser le monument dans un contexte global. Tout est monument, tout est patrimoine, tout est utile. Même ce que peut apporter un sociologue, ce que peut apporter un archéologue, ce que peut apporter un historien, un ingénieur, c'est fondamental. Il faut savoir simplement écouter et saisir l'importance de chaque mot, parce que chaque mot compte. Donc maintenant, moi j'ai cherché donc à vous parler donc du patrimoine. Tout le monde parle du patrimoine, comme tout le monde aussi parle de la charte de Venise. Mais la charte de Venise, elle est connue, mais elle est très mal interprétée. Il ne s'agit pas d'une recette qu'on applique à la règle dans n'importe quel bâtiment. Et voilà, non, c'est du cas par cas. Pratiquement, c'est du cas par cas. Si on travaille sur un bâtiment ici, on travaille sur un bâtiment ailleurs, ce n'est pas la même chose. C'est même pas peut-être la même démarche. Les orientations, les objectifs sont connus. Donc, si on commençait à, par exemple, si on veut s'entendre et on fait du travail, il faut commencer à définir les thèmes. Pourquoi ce mot patrimoine? Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que sinon, chacun a sa propre manière de voir, sa propre définition. Et ensuite, on ne pourra pas s'entendre parce que la base, le socle, l'élément fondamental n'a pas été spécifié. Moi, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc la question patrimoniale, c'est quoi? D'abord, quand on parle de cette architecture ou de l'archéologie du bâti, celle qui nous a servi de vivre et de comprendre comment vivaient les gens avant et comment cette architecture elle est arrivée jusqu'à nous, jusqu'à chez nous. Moi, déjà, quand j'étais jeune, j'étais émerveillé par l'architecture romaine. Je me dis, mais ces villes, ces ruines, ces cailloux, comment ils ont fait pour arriver jusqu'à notre temps, alors qu'un palais récent, du 19e, n'a pas survécu donc un siècle. Ils sont dans un état, vous allez voir les constats tout à l'heure, je me suis dit comment. Et pourquoi est-ce que, ça je m'étais donc interrogé sur cette question, parce qu'ils ont certainement une démarche, ils ont une manière de voir qui est différente. Pourtant l'architecture romaine, c'est une architecture qui s'impose à l'œil. Les Romains voulaient s'imposer par cette architecture, donc à la différence des Grecs qui voulaient faire du style, du côté artistique, donc c'est différent. La domination, donc on la refuse ou on l'accepte.
Donc je me suis dit, donc il faut essayer donc de faire la part des choses. La question patrimoniale, donc, ce sont des moyens techniques et administratifs que l'on doit mettre en avant pour s'occuper de cette question. Ce n'est pas uniquement, donc c'est pour ça que j'ai essayé de maîtriser un peu la technique au niveau donc du bureau Oscar. C'est aussi la juridiction. C'est un moyen de régler des consensus, c'est un moyen d'ouvrir des portes, parce qu'il y a des bâtiments qui appartiennent à des particuliers sur lesquels on ne peut pas intervenir si on n'a pas l'autorisation de. Donc il faut qu'il y ait, Malraux s'est posé sur la question, mais Malraux s'est posé sur des questions à une certaine époque. Ensuite, ce sont aussi les efforts liés à sa reconnaissance. C'est-à-dire, quand on veut travailler sur quelque chose, il faut d'abord qu'on le reconnaisse en tant que tel. Et on le reconnaisse en tant que tel par rapport à quoi? Il faut qu'on détermine des critères. Sinon, chaque chose est importante. Ce sont aussi des efforts qui sont liés à une identification. Comme disait tout à l'heure Manel, et de manière c'est émotive, parce que aussi c'est vrai, parce que le patrimoine c'est notre identité, c'est grâce au patrimoine que des nations ont survécu, c'est grâce au patrimoine qu'on a pu montrer qu'on existe, etc. Donc c'est une tâche assez importante. Et en même temps, ça nous vient des anciens. Les anciens, ce sont les parents, et nos parents, on leur doit le respect. Donc si on leur doit le respect, on doit se pencher sur cette question pour essayer de voir comment on peut agir. Mais pas agir en refaisant le passé. Ce n'est pas possible de refaire le passé. Le passé est fini. En essayant de s'en inspirer, de voir comment on peut agir dans la continuité. Il y a deux voies. Ou on agit dans la continuité, ou bien on agit dans la rupture. Les deux sont valables. Et c'est ce que vous avez, la charte, les deux chartes. Donc la charte d'Athènes, celle qui concerne les culturalistes, donc qui se base sur l'ancien, c'est l'histoire qui alimente le projet, et les progressistes, ils disent, mais nous, on a le droit d'exister, on fait table rase et on construit autrement. Donc ça, c'est la ligne directrice. Ensuite aussi, donc c'est le comportement de l'homme. Comment se comporte l'homme face à ces témoignages, face à cette civilisation, face à ces bâtiments, où on essaie d'y vivre en intégrant le confort, parce que le confort actuel, c'est pas le même du confort actuel, ou bien on l'abandonne et on va vivre ailleurs. Et c'est ce qui se fait dans nos villes, puisque vous avez la ville, elle existe. Pourquoi laisser la ville mourir et aller construire des villes nouvelles? C'est inconcevable. On construit une nouvelle quand on a besoin d'extensions. Et maintenant même les extensions, ce ne sont plus des extensions, ce sont des étalements. On va voir aussi tout à l'heure au niveau donc des exemples. Du temps, parce que la valeur du temps est importante. Comme quand vous lisez un livre maintenant, vous allez le lire dans quelques années, ou bien quand vous regardez, vous observez un bâtiment 10 ans après, et maintenant c'est complètement différent parce que vous faites un trajet, vous savez que vous allez d'ici à Alger par la route, vous connaissez la route, elle est droite, pas de problème. Mais si vous tracez, ensuite quand vous êtes sur la route, vous apercevez des éléments qui émergent de part et d'autre. Vous pouvez peut-être changer l'itinéraire parce que ces éléments vous interpellent, vous allez les regarder, vous allez les voir de près. Donc, si vous faites ça, c'est un raisonnement. Si le raisonnement que vous tracez au départ et à la fin, si vous le regardez, il n'a pas changé, vous n'avez rien compris. Si le raisonnement que vous avez, les hypothèses donc, ont évolué, vous avez progressé. Et l'évolution de l'esprit, parce que l'évolution de l'esprit, c'est pas quelque chose qui est inné, qui n'est pas comme ça. On apprend en lisant, on apprend en échangeant nos idées, on apprend à écouter, on apprend à voir un certain nombre de choses. Les interrogations que l'on peut se poser, donc, c'est la reconnaissance de l'objet. Bien entendu, si vous souhaitez travailler sur un objet, c'est qu'il a de la valeur. S'il n'a pas de valeur, pourquoi travailler dessus? Donc il faut d'abord le reconnaître. Si on le reconnaît, donc on le respecte, et si on ne le reconnaît pas, on ne le respecte pas.
Donc le connaître, si on reconnaît, c'est à travers deux éléments fondamentaux qui est la connaissance, le domaine de la connaissance et de la compréhension. Donc en tant qu'architecte, quand vous intervenez sur des œuvres existantes ou bien à venir, c'est qu'il faut donner des éléments pour vous être en mesure, parce que vous avez un bagage culturel qui vous permet de comprendre. Mais le grand public, lui, n'a pas ça. Donc il faut aider par ces notions de concept, ces notions de principe, cette architecture que vous décidez, sur laquelle donc vous donnez à voir, il faut donner des éléments pour aider l'autre à comprendre ce que vous décidez. S'il ne la comprend pas, il ne va pas la respecter. Il faut l'interpréter parce qu'on la reçoit, elle n'est pas de notre époque, ou même si elle est de notre époque, il faut l'interpréter par un mode de vie, par rapport à un climat, par rapport à un certain nombre de choses, un certain nombre de facteurs. Donc l'interpréter, comment je peux l'exploiter aujourd'hui. Et ce n'est qu'après qu'on a le droit d'évaluer. Je ne dis pas un jugement, non, je peux évaluer. Parce qu'il peut y avoir des fragments qui sont intéressants, il peut y avoir la totalité, il peut y avoir un certain nombre de choses qu'il faut, à travers des critères clairs, savoir identifier, et ensuite localiser et évaluer. Et se poser la question, et pourquoi je fais ça, et pour qui je le fais? Qui c'est qui va recevoir ça? C'est le grand public? C'est un public qui a déjà des bases, ou bien c'est un public qui n'a rien? Donc il faut préparer, déjà se mettre à la place de celui qui va recevoir l'œuvre que vous avez. Je n'utilise pas le mot de création. Maintenant, je dis la créativité. Qu'est-ce que vous avez donné? Quel est votre rapport dans la société? C'est l'architecte. Et tout à l'heure, vous allez voir comment c'est important, certains responsables, comment ont agi pour essayer donc de se responsabiliser dans ce domaine-là. Donc pourquoi donc? Pour qui? Pour notre société, ensuite pour protéger, conserver et mettre en valeur. Mais les opérations de protection, les opérations de la conservation et les opérations de mettre en valeur, ce sont que des mots. Il suffit d'ajouter un R devant chaque mot, valoriser, revaloriser, restaurer, réhabiliter, etc. Et puis il y a tout un orchestre qui se met en branle. On utilise le mot restauro, on dit en italien restauro, dans le mot restauro, il y a tout. L'architecture, l'urbanisme, réuso, la réutilisation, réadaptation, un certain nombre de choses, reconquête, etc. Et dans certaines opérations, mettre en valeur, c'est pas, on n'a pas besoin, il faut savoir se poser des limites. Il faut restaurer, il faut mettre en valeur jusqu'à quel niveau. Tout à l'heure, donc je vous citerai, je ne sais pas si l'image est là, Napoléon avait demandé à une époque à Viollet-le-Duc. Je ne sais pas si vous connaissez Viollet-le-Duc, qui est le précurseur de la réflexion sur la restauration. Il avait son style, effectivement. Napoléon lui a demandé de restaurer le château de Pierrefonds, qui était donc à 100 km de Paris. C'était en ruine, uniquement une partie pour les parties de chasse. Et Viollet-le-Duc a reconstruit en intégralité le château. Déjà, le fait de reconstruire, ça veut dire que c'est maîtriser la technique, maîtriser un certain nombre de choses. Et il faut l'avoir. Mais il a fait le faux. Et la notion donc, du patrimoine, elle doit s'appuyer sur des termes clairs, vrais. C'est l'authenticité. Quand ce n'est pas authentique, vous donnez à voir, vous laissez à des enfants des choses fausses. Non, il ne faut pas tromper. Il faut montrer les traits de l'histoire. Il faut montrer de l'histoire d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est avec comme ça qu'on montre cette stratification. Voilà ce que j'ai laissé. Donc il faut aussi protéger pour un besoin scientifique. Et ce besoin scientifique, ça va me servir comme source, comme référence, pour des éléments de réflexion que je dois apporter, pas appliquer à la règle comme des recettes. Non, interpréter par rapport à un programme qui est d'aujourd'hui. Pour un besoin aussi économique, parce que parfois, au lieu de détruire et reconstruire, construire autre chose, pourquoi ne pas utiliser le patrimoine bâti qui est là, debout, et
intégrer une activité nouvelle. Alors à ce moment-là, on restaure, et par le fait d'y intégrer une activité nouvelle, ça permet de le mettre en contact avec le public, puisque vous l'ouvrez au public. Donc il y a cette politique-là qui a été adoptée au XIXe siècle en Angleterre, en France. Les industriels ont acheté des palais, des châteaux en ruine, ils les ont restaurés et ils les ont ouverts au public. C'est une manière aussi de sensibiliser et de permettre à l'autre aussi de vivre dans des conditions, disons, d'avoir une relation avec l'histoire. Mais la question fondamentale, c'est, mais comment on fait? Parce que c'est vrai, on peut avoir des règles, on peut avoir des théories, on peut avoir un certain nombre de choses. Le problème, c'est comment les mettre en application. Donc, par tâtonnement, quelle démarche il faut faire? La première question qu'on doit se poser, c'est que votre intervention, elle doit être une action qui doit aider celui qui est en face à comprendre ce que vous faites. C'est une manière aussi de le convaincre et de le sensibiliser dans une problématique qui a de tout temps existé et qui existera toujours. Donc il faut l'aider, et par cette manière de l'aider en montrant votre travail, votre projet, vous le sensibilisez. Demain, il fera attention. Et aussi par des moyens, parce qu'il faut des moyens. Parfois on parle de moyens financiers, des moyens de trucs. Il faut des moyens techniques, conceptuels, financiers, tout ce que vous voulez. La base de cette réflexion, cette action sur le patrimoine, naturellement, c'est les doctrines. Pourquoi les doctrines? Parce que quand on a commencé à réfléchir sur le patrimoine, parce que c'est quelque chose de tout à fait récent, la théorisation, la réflexion, l'introduction, l'acceptation même du mot patrimoine en termes scientifiques, elle est récente, c'est au XIXe siècle qu'on a eu donc les fameux débats sur le patrimoine. En particulier, deux personnages ont marqué ce débat, complètement différents. L'un est architecte, donc il maîtrise son domaine, c'est donc Viollet-le-Duc, et qui a, lui, son raisonnement est simple, il ne cherche pas à comprendre, il dit ça, je me mets à la place de l'architecte qui avait créé l'œuvre, et il faut que je réfléchisse comme lui, donc je recrée ce qu'on appelle la restauration stylistique, ou restaurer selon le style qui lui est dû. Ça veut dire qu'on arrive au faux. Voilà. Une fois, je faisais une conférence dans ce thème-là, sur justement Viollet-le-Duc, et en montrant ce qu'il a fait. Et puis, vous voyez, j'entendais du fond un petit qui disait le salopard. Parce que Viollet-le-Duc a détruit pas mal de monuments. Il les a défigurés, il a fait du faux. Mais s'il n'y avait pas Viollet-le-Duc, on ne serait pas arrivé. Au moins, il nous a donné des choses sur lesquelles on a pu réfléchir. Et ça a fait réagir les écrivains, les architectes. Victor Hugo, d'abord, quand il a écrit « Guerre aux démolisseurs », si en s'adressant aux architectes qui travaillaient sur les monuments, pas donc à ceux qui cassaient, parce que ceux qui détruisaient ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. C'était donc la furie iconoclaste, détruire ce qui ne correspond pas à mes goûts. Et nous, on est en plein dedans, parce que c'est pas parce que ça ne nous appartient pas, ce que disait hier, et c'était vraiment choquant, parce qu'il a fait du mal, donc je ne le garde pas, je rase. Le mot raser ne doit pas exister. On peut parler de démonter, parce que démonter a la notion de récupérer. On peut peut-être récupérer des matériaux, on peut récupérer des idées, on peut le faire de manière scientifique. Mais raser, c'est quelque chose de vraiment assez choquant. Donc les doctrines, donc on a commencé à travailler. Le deuxième, ce n'est pas un architecte, mais il s'est mis dans la place d'un architecte. Il s'agit donc d'un Britannique qui s'appelait John Ruskin. Et je vous recommande de lire son livre qui s'appelle « Les 7 lampes de l'architecture ». Ce n'est pas un architecte, c'est un critique d'art, mais il a fait des choses fabuleuses. Donc, Viollet-le-Duc, d'une part, il dit « Moi, je reconstruis », c'est-à-dire je prolonge la vie de ce qui est détruit, et je peux le prolonger, maintenant il faut savoir comment. Pour lui, il a dit, c'était sa philosophie,
Et Raskin, qui était un penseur, il a dit qu'il faut que je me mette à son niveau. Donc il a fait cette espèce d'analogie en essayant de comprendre l'architecture en comparant la ville, l'arbre et la forêt. Il a fait toute une théorie là-dessus. Le détail de l'architecture, il ne maîtrisait pas, donc il est allé sur le Mont Blanc et il observait le cristal. Il essayait de voir comment il est fait, il a fait toute une théorie et il a créé ce que l'on appelle l'anti-restoration movement. C'est-à-dire, voilà, je me mets contre ces démolisseurs, mais je ne parle pas, il faut que j'agisse pour montrer un autre chemin. Il lui fallait donc comment dirais-je, des exemples concrets. Il a dit, mais il faut que, pour comprendre ça, j'utilise des choses qui sont réelles. Donc il a dit, mais moi, je ne peux pas prolonger la vie du monument. Quelque chose qui est mort, c'est perdu. On peut le ramener à la vie différemment. Alors il a pris l'exemple du malade et de son patient. Le médecin ne peut pas ramener à la vie quelqu'un qui est décédé, ce n'est pas possible. Il peut l'aider, mais il ne peut pas le ramener. Donc est arrivée justement cette théorie, et ensuite les Italiens sont rentrés en scène. Et puis, ils se sont penchés beaucoup plus sur la démarche, comment faire pour intervenir. Et c'est de là que découle donc, il faut donc des principes, il faut des concepts, il faut théoriser, et il faut des règles. Ces règles, c'est les doctrines. Mais les doctrines, il ne faut pas voir les doctrines comme des recettes qu'il faut appliquer à la règle. Ce sont des orientations générales qu'il faut savoir interpréter et utiliser selon le cas. Et bien entendu, la condition donc sine qua non, la condition fondamentale, c'est une notion de sensibilisation, d'éducation. Il ne faut pas que ça s'arrête, il faut absolument répéter, c'est-à-dire que, vous voyez, on casse, on refait tout de suite, il ne faut pas montrer qu'on ne fait rien, il faut agir. Plus on casse, on refait, on casse, on refait, les autres ils vont s'user. Mais si on laisse faire, le laxisme, c'est dangereux. Donc la question patrimoniale elle-même, donc ça je l'ai dit, donc c'est une traduction de quoi? C'est une traduction d'une politique administrative, et je dirais que c'est la base. Il faut qu'on ait une politique administrative, il faut qu'on ait une politique juridique, qui ne peut pas se limiter parfois uniquement à des opérations donc tirées de la loi Malraux, expropriation pour utilité publique. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il comprenne. S'il ne comprend pas, il ne peut pas, ça ne peut pas se passer dans de bonnes conditions. Il faut qu'il y ait des efforts qui sont liés à cette notion de reconnaissance, reconnaître. Il faut avoir le courage de dire et reconnaître que tel travail est excellent, que tel étudiant est bon, que tel projet est intéressant. Ce sont des choses qu'on n'entend presque jamais, surtout dans le domaine de l'architecture. Les architectes, ils savent que critiquer. Jamais ils disent que c'est beau. Alors que la notion de beauté est une notion qui a été créée par un architecte, puisque Léon Battista Alberti, quand il a parlé de la beauté architecturale, donc nel 400, 1400, c'était une chose fondamentale. Maintenant, la laideur a sa beauté. La beauté, il faut qu'il y ait des critères de comment est-ce qu'on sent cette idée. Il faut aussi qu'il y ait des efforts liés à une identification. Allez, il faut s'identifier à quelque chose, à une culture, à un mode de vie, un mode de communiquer, etc., un certain nombre de choses. Au comportement de l'homme, alors l'identification, justement, j'ouvre une petite parenthèse ici. Vous savez, quand les Français ont conquis l'Algérie, la première action, c'est la notion de déracinement, détruire pour effacer l'histoire de ce pays. Il faut y trouver d'autres traces. Ils ont commencé à démolir notamment le quartier de la Marine, les villes, etc. Lors de son voyage en Algérie, Napoléon, 1865, il leur a dit une chose qui est très importante. Si vous voulez que ces indigènes vous respectent, respectez leur culture. Donc arrêtez de démolir, ils vont vous respecter. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas continué à démolir. Et nous, on est en train de détruire notre propre patrimoine. Et nous, architectes, on regarde, donc on assiste
en quelque sorte à l'assassinat de notre culture sans réagir. Et nous sommes responsables, que vous le vouliez ou non, nous sommes responsables. Par notre action, notre comportement, notre mode de vie, etc., un certain nombre de choses, nous devons, tôt ou tard, de toute façon, rendre compte à l'histoire, à l'histoire. Du temps, ça on a dit, et de l'évolution de l'esprit, ça aussi. Comment comprendre? Hier, je crois, une étudiante avait dit, mais comment lire? Et comment lire? C'est vrai que c'est une question. Certains lisent le résumé, et ça suffit. À travers le résumé, et bien voilà, ça suffit, il sait ce qu'il raconte dedans. Mais comment comment comprendre, ou comment essayer de dire que ce document est fiable par rapport à l'autre? La fiabilité de tel ouvrage, comment est-ce qu'elle est plus importante? Par la bibliographie. Il faut voir. Si dans un livre, vous croisez la bibliographie, vous trouvez que ce qu'il dit est partagé, croisé, etc., c'est des trucs scientifiques. S'il n'y a pas de bibliographie, s'il n'y a pas de référence, ce n'est pas un travail donc scientifique. Et bien entendu, il faut apprendre à faire des fiches de lecture. Ce sont des fiches de lecture qui vont vous aider toute votre vie. Moi, j'ai encore les fiches de lecture que j'ai faites hier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la peine de le relire. Vous avez, ou même si vous allez le relire, à travers vos fiches de lecture, vous allez le voir peut-être autrement et avoir d'autres idées. Donc cette évolution, donc elle a évolué en termes de signification, c'est-à-dire définition. Le mot a évolué parce qu'hier, le caillou, là, le fragment, le vestige archéologique, on s'intéressait qu'à cela. Aujourd'hui, ça a passé au bâtiment, et ensuite le contexte, la ville, le paysage, même la place, comment elle s'appelle, cette fameuse place de Marrakech, elle est classée par patrimoine mondial. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à la place Guédon? Rien. C'est parce que c'est un lieu d'échange de toutes les cultures. Et c'est pour ça que ça a été classé. En termes de conservation, et aussi il faut savoir de quoi on parle. Donc définir le terme, c'est-à-dire que vous écrivez et essayez de le traduire verticalement, votre thème, et de définir chaque mot pour faire ressortir les mots clés. Sinon, si vous travaillez sans définir le thème, chacun peut vous apporter une réflexion plus ou moins sensible, mais qui correspond par rapport à sa propre manière de définir le thème. Donc, balisez le sujet en définissant le terme. Bon, la compréhension à travers donc ces valeurs, puisqu'il peut y avoir une valeur ou plusieurs, donc elle est d'ordre scientifique, elle est d'ordre artistique ou esthétique. Donc ça aussi, si vous lisez Léon Baptiste Albert, il vous expliquera quelle est la différence entre les deux, l'artisticité et l'esthétique. Et constructive, parce que la construction peut nous donner des éléments sur une école, une manière de construire, une manière de faire. Si vous regardez les architectes les plus connus, moi je me rappelle, on nous donnait des trucs très importants. Il faut que vous choisissez un bâtiment qui n'est pas connu. À travers le bâtiment, vous allez découvrir l'auteur et la démarche, le concept. Si vous travaillez sur un bâtiment qui est connu, ça ne sert à rien, puisque là, c'est clair. Mais il faut prendre le bâtiment et essayer de trouver à travers quel principe, à travers quel concept est-il arrivé à ce stade-là. Son apport dans le domaine scientifique, qu'est-ce qui nous apporte? Qu'est-ce qui nous fait progresser? Qu'est-ce qui va nous faire progresser dans cette architecture? Et aujourd'hui, on parle beaucoup de l'architecture durable, on parle beaucoup de l'architecture bioclimatique, on parle d'un certain nombre de choses. Elle a toujours existé. Si vous allez à Gardaïa, si vous allez dans le truc, ça a toujours existé. C'est un élément fondamental. Et certains ont même puisé, Le Corbusier lui-même, dans l'architecture, dans notre architecture, pour faire des projets. Pourquoi eux, ils ont compris, et nous, on n'est pas capable de comprendre cela. On fait des choses comme ça, alors qu'on a des livres ouverts. À la limite, on n'a même pas besoin d'ouvrages. On peut se contenter de lire nos villes, de lire nos villages, de lire aussi notre environnement, le paysage, et
c'est vraiment une source d'interprétation. Il faut avoir le recul simplement de lire, d'observer et d'échanger. Il ne faut pas lire tout seul. Tu as vu ça, et puis une discussion s'enclenche, pas à sens unique, naturellement. Il faut tolérer aussi l'échange. Donc, sa conservation, elle doit obéir, bien sûr, il faut définir des critères parce que sinon ça va être la catastrophe, chacun y travaille selon un sens. Donc, le monument, on va définir qu'est-ce que c'est que le monument. Je vous ai dit, c'est un mot ancien parce que de tout temps, l'homme a su adapter ce qu'il trouve, l'adapter à son besoin. Hein? Vitruve, il a dit, moi je veux vivre. Il faut que je me protège. Donc la notion de l'arbre, il a fait un toit pour se protéger des intempéries. Ensuite, il a dit, il faut que je me protège des envahisseurs, parce qu'il commençait à avoir des animaux, des humains, qui a mis des trucs extérieurs pour se protéger. Et est née, comme ça, la notion, à travers le temps, son interprétation de Vitruve. Mais nous, ce qu'a dit Vitruve, il fallait donc comprendre ce qu'il a dit. Donc, certains architectes se sont posés sur la question et ont essayé de traduire la pensée de Vitruve, ce qu'il avait fait, parce qu'il n'a pas laissé de dessin, donc de théoriser l'architecture, à commencer par Léon Battista Alberti et monter jusqu'à la notion de l'époque des Lumières. Donc, c'est un mot ancien. À l'origine, c'est quelque chose, donc une structure familiale, c'est-à-dire c'est un bien qui nous provient c'est un héritage en quelque sorte. C'est un héritage qui nous descend donc des parents, donc d'une descendance. Ensuite, le patrimoine historique, c'est un fonds qui est destiné donc à la jouissance d'une communauté. Une œuvre et chef-d'œuvre de tous les beaux-arts, c'est-à-dire tout le savoir-faire, mérite une attention. Puis ensuite, quand on aura compris, décoder, on peut évaluer ce qui nous intéresse, ce qui ne nous intéresse pas, ce qu'on peut y apporter. Mais on ne peut pas travailler directement sans comprendre. Et il n'y a pas de différence entre travailler sur un projet neuf et travailler sur un projet ancien. La seule différence, c'est que travailler sur un projet neuf, on démarre des fondations, on monte, des trucs. Le projet ancien, c'est qu'il existe. Donc je commence par le haut et je le démonte. Ce démontage, c'est pas dans la réalité, c'est la manière de décoder pour essayer de comprendre. Et si vous êtes capable de le remonter à travers le dessin, parce que le dessin est un instrument de lecture. En dessinant, comme disait Raskin, parce que vous avez peut-être connu les dessins de Piranesi, qui essaie donc de dessiner ce qu'il voyait, mais parfois il essayait donc de les rendre beaux. Il ne s'agit pas de rendre beau un dessin, il s'agit de refléter la réalité à travers un dessin. Parce que le dessin est un document scientifique qui servira à vous, parce qu'il est daté, et il servira à ceux qui vont utiliser à une autre époque. Donc, il doit refléter. Vous n'avez pas le droit de corriger ce qui existe. Vous allez donc, mais ce bâtiment-là, il n'est pas symétrique, donc il faut que je le... Non, s'il n'y a pas de symétrie, c'est que ça a été voulu ainsi. Trouvez plutôt le concept, pourquoi est-ce qu'il a été dessiné comme ça et pas autrement. Vous voyez, dans certaines médinas, vous remarquez que parfois, la mosquée, en quelque sorte, ou bien le bâtiment singulier, je n'utilise pas le monument, qui est désaxé par rapport à la structure primaire. Pourquoi il est désaxé? C'est justement cette manière de le démarquer qui le met en évidence, parce qu'il est singulier. Donc, ce mot monument, il renvoie donc à une institution et il renvoie à une mentalité, puisqu'il nous apprend, il nous donne les bribes pour voir comment vivait cette société. Il constitue donc une part d'héritage. Et donc, ce fameux monument, puisqu'il n'est pas récent, mais on a commencé à le théoriser donc au XIXe siècle, d'ailleurs ce débat entre celui qui agit et celui qui pense, et puis on a fini par trouver un consensus. Nous, pas eux. Donc finalement, c'est en latin, il veut dire monumentum. Et ben oui, il faut utiliser, il faut aller chercher certaines choses
en Algérie, il faut aller chercher les termes ottomans pour essayer de comprendre. Il faut chercher à la source. Donc, monumentum. Et dans le mot monumentum, il y a le mot moneare. Et le mot moneare signifie ricordo, c'est-à-dire se rappeler. Et se rappeler, donc dans le mot se rappeler, il y a la notion de mémoire. Et quand on parle de mémoire, donc nécessairement, il y a le souvenir. Et le souvenir, c'est quoi? C'est le contraire de l'oubli. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas oublier. Bon, à la limite, si on veut l'oublier, qu'on le rase. À la limite, mais il ne faut pas le laisser tomber tout seul. Il faut au moins agir. Et c'est là où intervient, avec une démarche, l'école italienne, où elle dit, il ne faut pas le laisser, il ne faut pas refaire la même chose, il ne faut pas le laisser mourir, comme disait Raskin, pour protéger l'authenticité. Donc il faut agir, on n'a pas le droit de laisser mourir quelqu'un sans intervenir. Donc il faut intervenir. C'est pas grave si on se trompe, mais au moins on a à intervenir. Si on se trompe aujourd'hui, demain on fera mieux, etc. On apprend comme ça. Donc, ensuite, il y a eu un certain nombre de classifications, parce qu'on ne peut pas tout préserver, on ne peut pas tout conserver. Donc, il y a eu des catégories. Donc, à la création, il faut d'abord la création des monuments historiques. Hein, c'est les MH, les monuments historiques, une commission qui est là pour évaluer et les identifier par une localisation précise. Donc, il y avait 3 grandes catégories. Il y avait les restes de l'Antiquité, donc c'est tout ce qui concerne les vestiges de l'Antiquité, ce que certains, les mauvaises langues, disent cailloux, moi c'est juste pour provoquer, hein, mais ces cailloux sont si précieux. Et regardez Timgad, c'est la plus grande ville romaine préservée. Mais je suis allé il y a quelques années avec mes étudiants, c'est dans un état catastrophique, c'est incroyable. Qu'on ne peut pas gérer le meilleur exemple qui est dans tous les documents, dans tous les livres, dans tous les trucs. Regardez, une fois, le Colisée, c'est le monument le plus connu. C'est le mot, tout le monde le connaît. Il y avait une fissure qui était sur le monument. La municipalité de Rome a reçu de la part d'un étudiant ou un truc comme ça, un chèque de $100. Parce qu'ils ont entendu que le monument va s'effondrer. Vous voyez, la participation, ils ne connaissaient pas ce que c'est. Mais le geste, c'est-à-dire, c'est dommage de faire un truc comme ça, le geste est important. Or, cette fissure-là, c'était même pas une fissure. C'était une fissure visible pour montrer la distinction entre le confort qui a été fait, la consolidation, et voilà l'ancien, et voilà le nouveau. Donc, vous voyez, observez et réagissez. Mais on ne peut pas rester sans rien faire. Donc, les restes de l'archéologie. Ensuite, il y a les édifices religieux. Le Moyen-Âge, parce que c'est une source, tu vois. Il y avait l'Antiquité, ensuite il y a un savoir-faire, et ce sont les édifices religieux. Et les châteaux. Pourquoi ces catégories? Parce que ce sont des catégories auxquelles on s'attaque. Ils sont représentatifs de l'institution. Ils sont représentatifs de la structure. Ils sont représentatifs de la nation. Donc, on s'attaque à cela. Moi, je parle à l'époque de la Révolution. Donc, il faut absolument les préserver. Et alors, quand on commençait à faire ça, il n'y avait pas, je vous donne l'exemple de la France, parce que c'est sur le modèle français qui est calqué, donc le modèle algérien, et ils ont d'abord commencé à parler de ce problème-là en Algérie en 1878, les Français eux-mêmes. Puisque à la conquête, déjà Napoléon a dit, il a lancé ce qu'on appelle, vous trouverez dans ce livre-là, hein, la conquête, mais conquérir aussi la langue, la faune, la flore, l'architecture, tout ça. C'est-à-dire que Napoléon, en lançant cette manifestation, ce mouvement, vaste mouvement, il cherchait à comprendre comment César a fait pour conquérir le monde. Comment est-ce qu'il a fait pour installer ces structures un peu partout dans le monde? Pourquoi ces sites? Comment ça se fait que ces sites ont survécu? Quelle était sa stratégie? Quels étaient les matériaux? Comment il a fait pour choisir les matériaux, etc. Et c'est pour ça que je dis la stratégie de César, Napoléon, ensuite Hitler, donc,
trompe pas, c'est différent. Donc, il y a tout ça. Mais certains ont compris que l'armée détruit. Donc, ils suivaient les colonnes et ils dessinaient parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur que ce patrimoine-là allait disparaître par des démolitions. Donc, ils ont commencé à suivre. Et de là, donc, est née toute cette réflexion. Donc, au lendemain de la Seconde Guerre, donc, le nombre a été multiplié parce qu'il y a des dommages de guerre, il y a un certain nombre de choses qu'on a intégrées. L'archéologie, l'architecture savante, donc c'était un témoignage, donc là, et depuis, donc on a différentes formes qui ont été annexées. L'évolution de l'esprit, donc on avait dit ajout, extension, etc., de nouvelles formes de bâtir, l'architecture savante et populaire, urbaine et rurale, puisque vous voyez qu'on commence à s'intéresser à l'architecture mineure. Voilà, parce que l'architecture majeure, c'est les monuments. L'architecture mineure, sans laquelle le monument lui-même n'a pas droit d'exister, parce qu'il existe, parce qu'il a un contexte. Sans son contexte, il n'a pas sa place. C'est impossible de le déchiffrer. L'architecture, donc, mineure. Toutes les constructions modestes, ils ont une valeur par la manière dont la composition, la manière dont ils dialoguent, la manière dont ils sont imbriqués, la manière dont ils composent un paysage. Et c'est ce qu'on appelle donc la silhouette urbaine. Et ensuite, il y a l'architecture vernaculaire, dite comme ça, architecture sont les architectes, mais aussi c'est une architecture qu'il faut respecter, à laquelle il faut s'intéresser. À cela, il y a une association qui s'appelle l'ASVS qui s'intéresse à cela, et donc ceux qui s'intéressent un peu. Il y a les édifices donc des terroirs qui constituent cette notion, comme la cuisine, etc. Ensuite, il y a quelque chose de récent, l'architecture industrielle qui a commencé. On a commencé à réfléchir à cela dans les années 80, simplement. Vous voyez, avant, même les édifices haussmanniens n'étaient pas considérés comme un patrimoine. Usines, gares aux fourneaux. Et ensuite, les ensembles urbains. Donc, et c'est pour ça que c'est une question intéressante, puisque le patrimoine urbain, la manière dont c'est agencé, les nœuds, etc., c'est aussi une source d'inspiration. Donc maintenant, on va passer donc aux images pour essayer un peu de vous donner une vision un peu globale. Et nous avons, voilà, le tombeau de la chrétienne, et même quand vous dites la chrétienne, personne n'y va. Mais c'est le nom, simplement, et c'est notre histoire. Voilà ce qu'on peut, par exemple, et ça c'est un héritage qui est double, parce que nous marque donc notre époque, la monumentalité, qu'est-ce qu'on a pu construire, et puis aussi, ça favorise aussi le mouvement, le tourisme. Je vais là, je regarde, etc. Si ça ne m'intéresse pas, au moins c'est un lieu où il y a du monde. Mais un jour, je vais m'interroger d'où ça vient. Vous avez le Bedrassen aussi qui m'a beaucoup intéressé, sur lequel il faut vraiment mener une politique parce qu'il mérite qu'on se penche dessus, qu'on le restaure. Ensuite, il y a eu des vestiges donc archéologiques. Vous voyez, un site comme ça, le site de Tipaza, sur la mer, mais c'est pratiquement presque unique. J'en ai vu 2, 3, un truc comme ça. C'est classé patrimoine mondial. Mais pourquoi classer? Intervenez. Le patrimoine mondial, si vous allez dans un état aussi assez décevant, en plus il est à côté de la ville, parce que généralement les Romains ils choisissent des sites stratégiques. Ceux qui n'ont pas été parce qu'ils ne sont pas accessibles facilement. Celui-là, il est en ville, même le dessin de la ville. Si vous voyez la ville du 19e siècle de Tipaza, elle est dessinée sur les traces de la ville romaine. Le dessin même, si vous faites une recherche, vous trouvez, l'unité de mesure, c'est l'actus romain. Comment ils ont contrôlé les courbes de niveau, les pentes, le cardo de Cumanus, ensuite il a été déformé parce qu'il y a un obstacle physique, la mer, etc. Tout ça existe. Donc De Monchy a construit sa ville sur les traces de la ville romaine. Et vous avez un exemple fantastique. Regardez, c'est incroyable comment on a pu faire des choses pareilles à cette époque.
cohabitation, circulation, respect, volumétrie, règles, prestige, tous les canons de l'architecture sont là. Même l'architecture bioclimatique, l'architecture développement durable est là. Et puis ensuite, vous avez la ville. Bon, la ville, bien entendu, quand on parle de ville, on parle d'Alger. Mais il n'y a pas qu'Alger, il y a d'autres villes. Et puis il y a l'héritage, vous voyez, cette façade. Si vous en faites une simulation, enlevez donc, la façade maritime, si vous voulez la façade Napoléon III, parce qu'elle est du type Napoléon III, et regardez ce qu'il y a. Elle est devenue un symbole de la ville, cette façade, comme la grande mosquée, comme la mosquée de la pêcherie, etc. Mais on va revenir à travers cette façade et le projet du quartier de la Marine. Puis vous avez aussi les villages. Villages, parce que d'abord c'est un bien économique, parce que les touristes vont voir cela. Donc ça mérite au moins de prendre un exemple, de le restaurer, de voir aussi, de le mettre à la disposition de nos sociétés pour voir comment ils vivaient, comment on peut l'adapter. C'est un exercice intéressant. Et les grandes usines, parce que les grandes usines, les sites industriels qui sont en friche, maintenant, même les villes du 19e sont devenues donc des trucs en friche. L'industrie, c'était quelque chose qui faisait vivre la ville. Et maintenant, quand ils tombent, ils ont perdu leur fonction parce que déclaré faillite, donc ils ferment. Donc ça devient un déséquilibre. C'est pour ça que je dis le patrimoine est source de développement. Si on intègre, on reconvertit ces éléments-là, et puis ça va permettre de rééquilibrer les villes, des pôles d'attraction, mais pas n'importe comment. Il faut les faire à travers un raisonnement, à travers une vision beaucoup. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Qu'est-ce qu'elle va apporter à la société, à la ville? Hein? Oui, oui. Ensuite, voilà, par exemple, ceci, vous avez la fondation CAIX à Barcelone, comment elle a été restaurée et redonnée donc à la ville. Ou bien c'est ça qui vous intéresse. Donc il faut choisir. Vous partez donc de vos sources pour faire des villes, ou bien vous faites ça. Voilà l'architecture vernaculaire, Graham, donc en Turquie, comment c'était et comment est-ce qu'ils l'ont utilisé, exploité, mis aux normes. Sinon, on arrive à cette situation, on fait des choses comme ça, et ensuite, on n'est pas content, on l'enlève. Donc, le patrimoine de nos jours, je passe là-dessus, qu'est-ce qu'on a fait, etc., etc. Je préfère aller vite parce que elle me remonte les bretelles. Voilà, donc la société, c'est-à-dire si on n'a pas fait attention, on aurait perdu, on a déjà perdu, hein, la maison du peuple de Bruxelles qui a été démolie en 1968, les halles de Baltar ont été démolies, le truc de Cannes et le dispensaire et donc l'hôpital qui ont été démolis parce qu'on n'a pas reconnu donc leur valeur. Donc on avance, on avance. Donc, ces conséquences sont le fait que des milliers de choses ont été perdues parce qu'on n'a pas prêté attention, on n'a pas fait voilà. Les peintures rupestres de Tassilion, on signe, on met des cœurs, on signe, on écrit dessus, et c'est comme ça qu'on est, parce qu'on ne va pas mettre un gardien devant chaque monument. Donc, ces résultats de l'insouciance ont été donc des théâtres de grande destruction. Les remparts ont été détruits parce qu'ils empêchaient l'évolution des villes. Voilà. Alors que si vous prenez le cas par exemple de Rome, regardez les remparts auréliens. Les remparts, les gens se sont familiarisés, ils vivent dans les remparts, ces sources de vie d'artistes. Ici, un rempart, vous avez un rempart et vous avez une construction moderne. Vous avez la gare de Nervi et vous avez en bas un projet tout à fait récent qui est en relation directe. Ce rayon de 500 mètres, c'est quelque chose qui constitue un véritable blocage. Bon, on avance parce que là, on ne peut pas tout développer. Voilà.
Donc cette image-là, c'était une reconstruction, parce que Hadrien, l'empereur, reconstruisait les monuments les plus représentatifs de la civilisation romaine à la Villa Adriana, qui est à la périphérie de Rome. Donc retenez ça, et ensuite on y reviendra juste pour un mot. Donc ça, on avance. Ça, c'est pour dire qu'est-ce qu'on a fait depuis, pratiquement, voilà. Donc, maintenant, le monument lui-même, il est passé pratiquement du symbole, du signal, donc symbole, comme disait mon collègue avant, à la notion de signe. Aujourd'hui, le monument naît avant d'être construit, grâce à la médiatisation politique et tout ça. Celui-là, il était déjà monument avant d'être construit. Ça aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle la banalisation, donc, du mot patrimoine. Voilà, on a fait des opérations comme ça. Ça, c'est la maison du général de Gaulle à Lille. Il suffit donc de faire des trucs et ça devient monument historique. Il faut des emblèmes comme ça. Ça, j'en parlerai après. Et ça, c'est à Biliana, vu qu'il y a une belle maison antique. C'est le truc de l'émir Abdelkader. Et ça suffit. Voilà, on vous donne ça. Et celle que vous voyez au milieu, c'est la maison de Serge Gainsbourg. Regardez dans quel état elle est. Mais c'est un symbole. Et c'est incroyable comment on banalise les choses. Et ce qu'a fait, c'est-à-dire la période de la reconstruction. Ici, vous voyez Varsovie, hein, après la Seconde Guerre mondiale, et la reconstruction en bas, donc du centre de Varsovie, exactement à l'identique. Dans cette configuration-là, c'est peut-être toléré parce qu'ils ont essayé de reconquérir leur identité à travers cet élément-là. Même un château, regardez en 85, qui était en ruine, ensuite ils l'ont reconstruit. Ça, c'était la philosophie polonaise. Et les camps de concentration, donc de Auschwitz, regardez dans son entrée, regardez les ruines qu'il y a en arrière. Donc ça, on leur donne de la... Alors ce qui est bâti, ce qui est truc, on l'oublie. Et ça, c'est le mur, le fameux mur. Regardez l'interprétation. Donc ils ont laissé, on l'a démoli, on a laissé un morceau. Regardez la notion au niveau du sol qui était marquée. Ils sont même allés plus loin en dessinant donc cet élément pelouse verte qui réunit. Et voilà, aussi donc l'histoire. Donc parce que dans les conflits, les guerres ciblent les éléments représentatifs de la culture, de l'identité de chaque individu. Et le dernier l'exemple, il correspond donc à ce chapitre-là, c'est le pont de Mostar, toujours en conflit, alors que c'est un pont symbolique de l'architecture ottomane, du niveau technique, et au niveau aussi donc physique, puisqu'il reliait donc deux communautés. Voilà, démoli, voilà donc l'image et la reconstruction. Donc, vous êtes d'accord ou pas, mais en tout cas, c'est un élément fondamental qui permet de réunir, de réconcilier, si vous voulez, deux peuples. Ou bien, ces espèces donc, de statues gigantesques en Afghanistan. Ouais. Et cet exemple-là, qui a pratiquement marqué le monde, ça, c'est le Tweed Center, donc les tours de... Qu'est-ce qu'on va faire à la place? C'est devenu déjà monument avant d'être construit. C'est même peu l'argent, puisque tout le monde a participé, puisqu'ils ont fait tellement de bruit qu'ils vont faire les choses gratuitement. Donc faire ça, ou bien faire simplement ça, c'est-à-dire, c'est le signal, et lancement vers le ciel, c'est le gothique, j'en sais rien, on arrive à des choses comme ça, de manière assez curieuse. Et là, vous regardez quelque chose d'important, donc au niveau, à Alger, vous avez ça, et ensuite vous avez ça. Évaluez vous-même. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, j'essaie de m'interroger. Là, il y avait quelque chose qui existait, là, on a enveloppé et ensuite fait un truc. Non, on peut donner une interprétation à quelque chose, même si on a souffert, il faut avoir le respect donc, de ce qu'on a hérité et ne pas faire comme eux. C'est pas possible. Voilà.
l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, c'est Saint-Augustin, donc à Baramdan, à Alger. Voilà ce qu'il y avait, et voilà ce qu'a fait Bouchama, en bas. C'est-à-dire que là, regardez au niveau de cette image, lui, à travers cet élément vertical, il a essayé donc d'être à l'échelle des éléments verticaux qui viennent vers nous. Et là, ce n'est plus le même langage. C'est pas du tout le même langage. L'architecture, c'est ça. Il faut savoir avoir des concepts, des principes qui restent dans la continuité. Si vous essayez de briser, ça ne sert à rien. Et là, une image que j'ai trouvée comme ça, on dit que c'est la maison où est né le prophète. Et même chez eux, on ne respecte pas ça puisqu'il a été surélevé pour y faire une bibliothèque. Alors aussi, réfléchissez et évaluez. Là, donc c'est une autre chose. Alors là, c'est intéressant aussi parce que moi, quand j'ai trouvé ça, c'était une église qui se retrouvait dans un jardin public à Djidjel. Cette église-là, pareil qu'elle a été rasée, mais je n'y ai pas cru. Je suis allé voir, voilà ce qu'il y a maintenant. Mais d'accord, fais un projet, il faut faire un projet pour voir ce qu'on va faire de cet élément-là, au lieu de dessiner une lagune. Oui. Il ne faut pas mettre les choses avant, il faut faire une réflexion, faire des choses. Si c'est mieux, c'est bien. Si c'est pas, pour laisser des choses comme ça, c'est pas intéressant. Bien ça, là c'est le premier projet auquel j'étais confronté quand je travaillais à la Casbah. C'est-à-dire qu'on a eu, bien sûr, la première réaction, c'est de restituer à l'identique ce qu'il y avait avant, puisque moi je lisais le Vieux-le-Duc. Heureusement qu'il n'a pas fait comme ça. Ou bien les fontaines, sources. L'eau est source de vie. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas de l'importance, puisque c'est une manière de marquer deux axes. Voilà, les fontaines, on commence par des opérations comme ça, et vous allez voir que les gens suivent. Et cette opération-là, la Rioche à Alger, regardez cette introduction à ce niveau-là, bas, celle-là. Une capitale qui tolère des trucs comme ça, c'est inadmissible. Comment on peut passer de là à là? L'architecture de référence, soit dire. Il faut s'en inspirer, mais il ne faut pas faire la même chose. Il faut essayer de trouver, ensuite les réinterpréter, les traduire dans un langage qui correspond à la culture moderne, la culture actuelle. Là, c'est un exemple aussi intéressant, il s'agit de Artémis. C'est en Chypre, hein, en Grèce, c'est une déesse. Voilà la restitution donc par l'image. Et voilà, aujourd'hui, ils ont reconstruit un hôtel à l'identique. À l'identique. Ça, c'est un exemple aussi fabuleux. Heureusement que ça n'a pas été touché. Comme quoi, aussi, l'édifice religieux, quel qu'il soit, il peut être intégré au niveau de la société, pas simplement un obstacle qu'on contourne quand il est fermé. Et là, c'est un exemple intéressant à Toulouse, où c'est une église dans laquelle on a la lecture, elle est toujours là, une autre activité est intérieure, elle marque toujours l'espace. Et là, c'est le meilleur exemple que je peux trouver en Algérie. Il s'agit donc de le temple, ensuite église et mosquée aujourd'hui à Cherchen. C'est vraiment fabuleux d'avoir fait des choses comme ça. Alors là, on arrive donc sur le chemin des croisés à Nicosie, à Chypre. Vous voyez ces cathédrales, ces églises qui existaient. Eh bien, les Turcs, ils les ont appropriées. Ils ont mis un élément représentatif donc de la cultuelle, le minaret que vous voyez là-bas, discrètement, mais la lecture figurative de l'objet est toujours là. Les rosaces, sans essayer à comprendre ces trucs-là. Et à l'intérieur, la notion de prière est intégrée sans problème. Il y a aussi un autre exemple, je ne sais pas s'il est là, où simplement, c'est-à-dire parce qu'il y a une orientation, le fait d'orienter les tapis à la Mecque aurait suffi pour intégrer donc cet élément dans la vie. Ça a aussi regardé la manière dont a été intégré, puisqu'on avait besoin de le couvrir pour le préserver. La lecture est facile, lisible, et en plus, elle est réversible. C'est-à-dire que si la génération future
n'est pas satisfaite, elle peut le démonter et retrouver donc une autre lecture. Bon, ça c'est un exemple au bâtiment 3 sur lequel on avait travaillé à l'époque, mais je suis... Alors là, c'est intéressant, c'est-à-dire quand on a, dans un musée, on a des fragments, et puis on les met sur des socles, on les met des trucs, et on les jette donc à voir, on les donne à voir. Et moi je dis, on les jette parce que si tu leur donnes pas, si tu les aides pas à comprendre, comment veux-tu qu'ils respectent ça? Ici, regardez, sur le mur a été dessiné, hein, le contexte dans lequel a été créé, donc cette fameuse porte, etc. Et puis chaque fragment a été placé dans son endroit. Et ici, ça permet à l'autre de comprendre. C'est pour ça que Quatremer de Quincy dit « Le musée, c'est un dépôt de l'histoire ». Donc ça, c'est une manière aussi, même si, regardez, c'est une réflexion, toujours à Famagouste, donc à Cyprus. Donc il montre, au lieu de faire dans nos ruelles, on met des auvents, on met des chiffons pour se protéger du soleil. Ça, c'est une réflexion pour montrer comment aussi on peut couvrir, donc à travers une réflexion en matière scientifique. Donc ça, c'est le chaos, c'est la même chose que nos villes, mais je voulais simplement aller plus vite. Alors, ici, bon, je passe parce que je voulais parler, on arrive à, ici, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est Cuba. Mais c'est impressionnant de voir des choses comme ça. Regardez, c'est un chaos, c'est-à-dire que vous allez à Cuba, vous allez là ou là en bas, c'est exactement pareil. Nos villes se transforment en cauchemar. C'est-à-dire que l'architecture qui existait, elle n'est plus le socle d'une réflexion. C'est pas elle qui dicte ce skyline, c'est les autres qui viennent et l'architecture existante, là où il y a le palmier là, noyée ou bien broyée par cette nouvelle architecture. Et ce bâtiment-là, qui me paraît fantastique, il y a dans la banlieue, la périphérie d'Alger, aux Deux Moulins, regardez ce bâtiment-là, regardez dans quel état il est. C'est un exemple fantastique de l'architecture donc du 19e. Bon, là, on passe. Je voulais juste vous montrer. Alors là aussi, c'est intéressant. Ici, donc, je voulais retourner dans mon quartier, à rue de Bellecour, et puis vous avez un immeuble qui s'est effondré ici. Et on l'a laissé comme ça, c'est le vide. Regardez en bas à Barcelone, un immeuble vétuste qui a été démonté ou vidé, etc. Regardez comment ils ont assuré cette continuité à travers cette réflexion, pour la linéarité de la rue. Vous avez aussi des vestiges qui sont aussi menacés par des constructions nouvelles, vous savez, donc du Val d'Hydra. L'amphithéâtre qui est donc à Cherchel, juste à côté, on essaie de trucs, parfois on prend même les matériaux pour embellir. Et Mostaganem, hier on me parlait de Mostaganem, regardez, on ne voit pas la mer, et même les surélévations finissent pour avoir raison de cette lecture du skyline. Et là, moi j'avais lu quelque chose qui me disait, le chapeau de Napoléon, je me parlais d'un truc, je me suis dit je vais vérifier ça. Je suis allé à une esplanade, Saint-Miliana, je voulais revoir le chapeau de le chapeau, c'est en fait la route qui montait de Khamis jusqu'à Miliana. Et il dessinait un chapeau. Les maisons que vous avez au niveau du Piémont là-bas, c'est fini. On le voit. Et ici, ça c'est chez vous. Vous savez que je suis inquiet pour les montagnes que vous voyez, les collines. Je pense que la prochaine fois, ça va être difficile. Bon, j'avance pour essayer, je voulais vous entretenir un peu sur Pouillon, mais on passe sur des projets récents. Je vais juste vous montrer ce qu'on a fait. Alors là, comment est-ce qu'on doit réagir? Moi, en France, on s'était dit, avec un petit groupe, il faut d'abord commencer par une opération dite de sensibilisation. Sensibiliser d'abord en haut. C'est-à-dire les élus, on les amenait dans des sites comme ça et on essayait de faire un petit débat. Ensuite, voilà, ça c'est une usine qui a fermé il y a quelques années à Mons, en Belgique.
Et ensuite, on a vu qu'on peut, à travers ces ruines, ces vestiges, y faire quelque chose d'intéressant, et ça a permis de relever cette ville. Et ensuite, agir soi-même. Donc, nous, avec un collègue, on a été appelés pour faire un travail sur le département de la région du Nord, Beuvry, Divion, Berlaymont et un certain nombre de choses, qui étaient bloqués par ce qu'on appelle le rayon de 500 mètres, que vous voyez la tache jaune au milieu. Les maires disaient que nous, on est bloqués, on ne peut pas développer notre ville parce que ça nous gêne. Donc nous, on a essayé de faire tout un travail on a appelé ça le PPM, c'est-à-dire un périmètre de protection modifié, pour essayer de leur donner la possibilité de pouvoir s'élargir en maintenant les éléments fondamentaux liés donc à la texture, la typologie, les devantures de magasins, c'est-à-dire faire un espèce de cahier de charge, cahier des prescriptions techniques architecturales. Par exemple, ils avaient ces maisons ouvrières que le maire voulait détruire. Nous, on a dit, nous, on prend ça en charge, on les donne aux étudiants, on y met des logements d'étudiants et vous allez avoir un pôle. Bon, elle a été très contente, elle a été d'ailleurs réélue pour ça. Bon, je passe, parce que ça, ce sont des travaux personnels. Là aussi, je pense que vous en avez discuté par rapport à le projet que voulait faire Zaha Hadid, donc la Constantine. Ça, c'est le workshop qu'on a fait avec des étudiants, c'est-à-dire pour vous dire qu'on peut aussi élaborer ce système qui permet donc de nous faire progresser sur Constantine, avec des analyses d'un état des lieux, etc. Ça, bon, ça c'est Lodz. Moi, j'ai amené les étudiants ici parce que la ville de Lodz, c'est quoi? C'est 1 kilomètre. Une avenue qui fait 1 kilomètre et vous avez une grosse usine qui est là. Cette grosse usine, elle a été achetée par une compagnie française dans laquelle ils ont mis un centre commercial. Qui est donc là où il y a la maquette, là, où les étudiants sont perplexes. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé un centre commercial et avec ce centre commercial, ils ont tué cette rue qui ne fonctionne pratiquement plus. Ils ont tous fermé parce que toutes les activités se trouvent à ce niveau-là. Sensibilisation au niveau de l'architecture rurale. Et il faut passer donc aux matériaux. Alors, matériaux, comment faire? On peut travailler avec l'université, mais ce n'est pas encore au point. Donc moi, j'ai amené mes étudiants à l'ICROM, où j'ai travaillé. Donc on leur apprenait comment concevoir et faire de l'enduit. L'opération, il consistait donc à... C'est pas uniquement un blanchissement, cholet, ça ne s'arrête pas. Là, il faut toute une technique. Et puis ensuite, on les a aussi fait manipuler ce qu'on appelle la scannérisation, le relevé par photogrammétrie et scannériser aussi. Voilà, je voudrais simplement dire 2 mots sur le travail des étudiants. Là, on a fait, donc on nous a chargé, donc toujours travailler avec les élus. Donc ici, vous avez un creux, une dent creuse avec à l'intérieur. On a pris ça comme sujet, on a dit qu'il faut quelque chose de réel. Ils nous ont donné un programme et on a essayé d'appliquer ce programme à ce niveau-là. Ça, c'est l'intérieur, ça, c'est au niveau de la façade. Donc, on a réussi, donc, on leur demande de faire une réflexion sur ce qu'ils voient, ils comprennent, ensuite ils essaient de travailler selon donc, la réglementation, puisqu'il s'agit d'un centre sauvegardé, et aussi y intégrer une architecture nouvelle. Je n'ai pas beaucoup de temps pour développer ça. Donc, la première chose, c'est de dessiner ce que l'on voit, la façade qui nous est donnée, sur laquelle on voit, en essayant à travers les trous, les ouvertures, pour mesurer les rapports, les volumes, l'échelle et tout ça, et ensuite une façade architecturale où vous dessinez tout ce que vous voyez, et ensuite eux, ils essaient à travers ça de confronter entre ce qui leur est donné, ce qui est ce qu'ils ont fait, et de faire une espèce de confrontation. Monsieur Thomas, je pense qu'il faut conclure, s'il vous plaît. Eh ben, je conclus. Si vous voulez que je conclue simplement par un seul mot. Je dirais simplement. Je vous ai montré une image, c'était donc de Adrien, qui construisait
donc tous les éléments représentatifs à la ville d'Adriana. Et j'ai trouvé une phrase qui m'a vraiment secoué. Adriano disait « Je suis le responsable de la beauté humaine. » Voilà. De la beauté du monde, pardon. Voilà. Lui était responsable, donc puisqu'il était empereur, tout ce qu'il ordonnait à faire, donc il se sentait responsable de la beauté donc, du monde. Et je vous remercie. Merci.